Bonjour à tous. Voilà, je suis vraiment heureuse d'être invitée à ce colloque d'experts organisé par Planète Sociale sous la présidence ce matin de Philippe Vivien. Et je remercie le professeur Panière parce que j'aurai un passage un peu plus serein quand la cinquantaine arrivera. Voilà, c'est un colloque juridique auquel je participe aujourd'hui. Pour moi, qui suis finalement pas juriste et issue de la famille des ressources humaines, des services des sciences humaines. Aujourd'hui, ma mission au sein d'OPCO2I est à la croisée des sujets suivants. L'appui aux branches, sous une approche un peu sociale, la prospective, sous une dimension socio-économique, voire parfois même géographique, l'attractivité des métiers qui a été évoquée ce matin, qui touche à des sujets de communication, mais aussi à des sujets de partenariat, l'ingénierie de formation et la certification professionnelle, qui sont finalement au cœur de mon métier depuis l'origine. Je suis heureuse de vous parler aujourd'hui car je me suis dit, en lisant la thèse de Mathieu Allot, chic, je vais intervenir devant un auditoire qui devrait comprendre ce que je fais dans ma vie professionnelle, et franchement, c'est assez rare. Mon intervention vise à vous poser et à vous partager la mission particulière des branches et de l'opérateur de compétences, et notamment d'OPCO2I que je représente, qui est l'opérateur de l'interindustrie, sur le sujet de la formation professionnelle. Sujet dans lequel je suis tombée moi-même depuis 2007 en intégrant un OPCA, découvrant alors le paritarisme de gestion dans un univers en perpétuelle mutation. Mon intervention auprès de vous s'articule autour de deux grandes parties. La première partie vise à vous clarifier, même si ça a été exprimé juste avant, le rôle de la branche. Après, ce qui m'apparaît intéressant de vous souligner, c'est cette déclinaison et comment celle-ci interagit avec l'opérateur de compétences. Et dans ma seconde partie, l'idée est de vous présenter en quoi l'OPCO est un outil au service des branches dans un cadre contraint, finalement peu précis et en même temps protéiforme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler quand même quelques éléments de contexte. Alors, il y a énormément de lois qui ont été citées. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais finalement, depuis la création de la formation professionnelle continue par la loi Delors du 16 juillet 1971 et avant la réforme de 2018, 4 temps forts ont contribué à l'organisation du système de formation professionnelle. Chacune de ces lois est précédée par un accord national interprofessionnel positionnant les partenaires sociaux finalement comme des leviers de l'action publique. Il y a eu l'ANI du 9 juillet 1970 et la loi du 16 juillet 1971, l'ANI du 5 décembre 2003 et la loi du 4 mai 2004, l'ANI du 5 octobre 2009 et la loi du 24 novembre 2009, l'ANI du 13 décembre 2013 et la loi du 5 mars 2014. Ces 4 ANI et ces 4 lois créent finalement l'ensemble du cadre et la multitude de dispositifs que j'ai pu parfois connaître de la formation professionnelle. Je vais vous citer quelques exemples, certains n'existent plus. Le droit individuel à la formation, le DIF, le contrat de professionnalisation qui existe toujours, la période de professionnalisation, la préparation opérationnelle à l'emploi, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le conseil en évolution professionnelle, l'entretien professionnel, l'alternance, la validation des acquis de l'expérience. Les partenaires sociaux et l'État s'appuient sur des organismes pour déployer et financer les différents dispositifs créés. Ils sont dans un premier temps patronaux avec les ASFO, puis se paritarisent avec la création des organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, créés par la loi de 1993. L'architecture générale repose sur des OPCA de branche, des OPCA interprofessionnels et des OPACIF. La loi Liberté de choisir son avenir professionnel est une loi qui se veut systémique. Le gouvernement a même utilisé à l'époque en élément de langage une révolution copernicienne ou Big Bang de la formation. Les enjeux étaient ainsi résumés à l'époque, donner de nouveaux droits aux individus pour leur permettre de choisir leur avenir professionnel, renforcer l'investissement des entreprises dans le déploiement des compétences de leurs salariés. En gros, comment ça s'est caractérisé ? Nous sommes en fait toujours aujourd'hui sous le régime de cette loi qui a pour principale modification, je vous les cite, la fin de la collecte des fonds de la formation professionnelle par les OPCA, l'ursiafisation de celle-ci et la création d'une structure nationale d'État de répartition et de régulation France Compétences, la désintermédiation totale du compte personnel de formation, dont la mise en œuvre opérationnelle a été confiée à la Caisse des dépôts et de consignation, la libéralisation du marché de l'apprentissage, confiée aux branches professionnelles sous l'égide de France Compétences,
mettant fin au conventionnement entre les régions et les CFA, et la création de 11 opérateurs de compétences selon des regroupements économiques et de filières cohérents. Voilà, c'est dans ce cadre législatif et opérationnel que s'inscrivent aujourd'hui le rôle de la branche et de l'OPCO sur la formation professionnelle. Pour ma première partie sur le rôle de la branche, je vais revenir très rapidement sur ce qui vient d'être évoqué. Finalement, peu d'obligations. Concernant la formation, la loi prévoit que la branche a notamment pour mission de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment dans la mutualisation des fonds de la formation professionnelle. La seule obligation légale, ça a été dit aussi, qui pèse sur la branche, c'est de mettre en place une CPE-PNI et de créer des certificats de qualification professionnelle. Finalement, c'est assez peu précis et je vous conseille, je ne vais pas vous les relire aujourd'hui, de regarder aussi ce qui avait été formalisé par les partenaires sociaux dans l'ANI du 22 février 2018, où on retrouve dans l'article 38 et 39 des choses assez précises sur la responsabilité des branches et le rôle des commissions paritaires nationales. Les branches ont donc la possibilité de négocier des accords qui viennent déterminer et encadrer les politiques emploi-formation qu'elles souhaitent mettre en œuvre. Certaines négocient des accords formation, dits généraux, qui positionnent souvent le rôle de la CPNE, les missions et le fonctionnement de l'observatoire, quand il existe. D'autres, des accords en lien avec la situation économique rencontrée de façon conjoncturelle par les entreprises qu'elles regroupent, des accords de mesures d'urgence, des accords sur l'activité partielle. À la demande du législateur sur la PROA, un dispositif qui vise à la reconversion ou à la promotion par alternance, des contributions supplémentaires versées en application d'un accord de branche et ayant pour l'objet le développement de la formation professionnelle continue, les aides pour les apprentis. Ces accords de branche peuvent parfois aussi s'inscrire dans des logiques interbranches ou au regard de la pertinence d'un périmètre d'activité cohérent. Au sein des 29 branches couvertes par OPCO 2I, ce sont plus de 139 accords qui sont actuellement en vigueur. Alors, comment se passe la déclinaison de ces accords au sein de l'OPCO ? La branche négocie et soutient une politique qu'elle porte à la connaissance de son opérateur de compétences, si des moyens financiers sont à dédier, notamment dans sa mise en œuvre. La gouvernance et le conseil d'administration de l'OPCO restent souverains dans l'attribution ou non des ressources financières qui sont prévues par un accord de branche ou par une décision de branche, d'une CPNE. De ce fait, même si un accord de branche prévoit des dispositions financières, l'OPCO reste libre dans la détermination de celles-ci. Le CA est fondé à définir les règles, les priorités et les conditions de prise en charge afin de garantir la bonne gestion des fonds mutualisés et l'équilibre financier de l'OPCO. En revanche, la branche reste évidemment totalement libre de déterminer l'utilisation, quand ils existent, des fonds conventionnels et qui sont gérés par l'OPCO. La seule réserve est finalement la trésorerie nécessaire pour l'engagement des dépenses décidées. Comment s'interconnectent les branches et les instances de l'OPCO ? Alors, l'opérateur de compétences structure ses instances de gouvernance au sein d'un accord constitutif et de ses statuts. Au sein de l'opérateur de compétences OPCO 2I, sachez qu'il y a plus de 600 membres uniques. Les instances sont structurées autour d'une organisation suivante. Une assemblée générale qui se réunit une fois par an. Un conseil d'administration qui est composé de 40 membres issus des organisations professionnelles d'employeurs et des fédérations syndicales. Et, chose très importante depuis la loi de 2018, 2 représentants de l'État, un commissaire du gouvernement et un contrôleur général économique et financier. Un comité d'audit et des finances, 5 commissions statutaires thématiques qui assurent un travail paritaire technique pour la préparation des décisions au conseil d'administration. On a une commission alternance, une commission entreprise de moins de 50 salariés, commission certification professionnelle, une commission GEPP observation et une commission dispositif mesures d'urgence. Sous ces commissions, nous avons 11 sections paritaires professionnelles sur un périmètre de branche ou d'interbranche qui permettent le suivi de l'activité et la remontée et la descente d'informations au conseil d'administration et aux commissions. Et 12 commissions territoires, qui sont des instances de dialogue social territorial interindustriel dans les 12 régions métropolitaines. L'ensemble de ces instances, pour que vous en ayez une idée, donne l'organisation de 120 réunions annuelles. Les branches interagissent à différents niveaux au sein de ces instances. Leurs représentants patronaux ou syndicaux en font partie via une négociation négociée. Les décisions prises par les branches, via leurs accords ou via leurs décisions en CPNE ou en CPNE-FP, sont transmises à l'OPCO qui en assure la déclinaison opérationnelle et ou financière, et une orientation est réalisée par les services techniques de l'OPCO en fonction des sujets auprès des instances qui peuvent être concernées.
La branche en matière de formation professionnelle a donc la possibilité de s'appuyer sur son opérateur de compétences pour décliner sa politique emploi-formation. L'OPCO a de plus un rôle d'appui technique posé depuis la loi du 5 septembre 2018. Donc, ma deuxième partie vise à vous expliquer en gros en quoi l'OPCO, en tant qu'outil paritaire au service des branches, intervient dans un cadre qui a été posé par la loi, en même temps qui est assez imprécis et avec multitude de missions. Donc, il y a deux grandes missions d'un opérateur de compétences. Il y a des missions au service des entreprises, je ne les détaillerai pas aujourd'hui, et il y a des missions au service des branches. La loi nous confie de ce fait le rôle d'apporter un appui technique aux branches professionnelles pour établir leur GPEC, pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, dans l'accompagnement dans leur mission de certification professionnelle. Cette notion d'appui technique est assez vague et générique pour bien cerner les missions de l'OPCO en appui des branches professionnelles. L'accord constitutif d'OPCO-2I a d'ailleurs essayé d'apporter des précisions utiles. Sur ces missions, en fait, elles sont couvertes par une convention d'objectifs et de moyens qui est négociée avec l'État, avec des frais de mission spécifiques. On a des frais liés à l'ingénierie de certification professionnelle, des frais liés aux études, aux recherches, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, des frais de mission de mise en œuvre des conventions cadres de coopération pour la promotion et l'attractivité des métiers, des frais de mission pour l'appui technique aux branches, pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Donc après avoir essayé de vous dresser un petit peu le rôle de l'OPCO en tant que tel, je vais vous illustrer l'exemple d'OPCO-2I qui est un exemple qui me paraît intéressant au regard de tous les échanges qu'il y a pu y avoir ce matin sur la pertinence du champ couvert. Donc à la création d'OPCO-2I, 32 branches ont été rassemblées au sein de cet opérateur de compétences. Le regroupement des branches selon la volonté de l'État au sein de 11 opérateurs de compétences s'est fait pour certaines à marche forcée. L'objectif du législateur était de regrouper les branches en fonction de grands secteurs et filières en cohérence avec leur métier. C'est ainsi que la création d'un opérateur de l'industrie a été actée. Enfin, pas toute l'industrie. L'agroalimentaire a été rattaché à l'OPCO de la coopération agricole, de l'agriculture, de la pêche et des territoires. Ces 32 branches, aujourd'hui 29, étaient réparties avant la réforme au sein de 6 OPCA, dont 3 ont fusionné pour donner lieu à la création d'OPCO-2I. L'année 2020 a été la première année réellement de mise en route de l'OPCO et de l'appui technique auprès des branches. Celui-ci s'est construit de façon pragmatique, en fonction des besoins et des attentes identifiés dans le cadre légal posé par le législateur. La mécanique et les process se sont mis en route au fur et à mesure. Une direction spécifique a été constituée au sein de l'OPCO avec une équipe dédiée, la mienne, et chaque branche avait finalement un historique de fonctionnement, des attentes plus ou moins différentes vis-à-vis de l'OPCO. Certaines étaient très autonomes et déjà très bien outillées, d'autres plus en attente d'un appui technique sur mesure au regard des enjeux et des missions à mener. Des équipes et des pôles d'expertise ont été constitués pour répondre aux besoins d'appui. L'opérateur de compétences, en parallèle, est doté de moyens financiers pour appuyer les branches dans les différentes missions. Je vous en ai parlé, c'est les frais de mission négociés dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens. Et comment ça marche ? Finalement, les branches déterminent chaque année, en début d'exercice, via leur CPNE, une feuille de route sur les sujets d'études, d'observation, d'ingénierie, d'action de promotion des métiers. Ces feuilles de route sont ensuite instruites dans les commissions statutaires dont je vous ai parlé, qui sont présentées au conseil d'administration qui valide ou non l'engagement budgétaire demandé. En parallèle, un travail technique d'identification de besoins, de projets communs, permet la mutualisation des moyens. Un appui technique est assuré pour accompagner les branches dans la détermination des niveaux de prise en charge et pour veiller à la déclinaison de leur accord ou de leur politique formation au sein de l'OPCO pour toucher les entreprises et les salariés. On vient de créer un pôle de coordination territoriale afin de veiller à une meilleure déclinaison, d'ailleurs, branche-territoire. Les moyens financiers et humains au sein d'OPCO-2I constituent une réelle opportunité pour les branches afin d'assurer leur mission sur la formation professionnelle. OPCO-2I n'est pas un OPCO comme un autre, comme je vous l'ai dit, on est un OPCO au service de l'inter-industrie. Et ça, c'est quelque chose qui a été posé dès le départ par la gouvernance, dès la création d'OPCO-2I, un principe de mutualisation totale des budgets. Celui-ci permet de ne pas sanctuariser des budgets sur des dispositifs de formation ou sur des frais de mission en fonction du poids des branches. Ce postulat de départ a généré une très forte dynamique depuis 4 ans, ne freinant pas les branches dans leurs projets et dans leurs actions. L'incertitude budgétaire actuelle pourrait l'enrayer.
En parallèle, OPCO2I s'est construit autour d'un consensus vraiment fort politiquement sur la volonté pour les branches de s'associer et de travailler ensemble. C'est pour cela qu'au-delà d'un accompagnement individuel ou interbranche, une vraie stratégie d'action interindustrielle a été posée et déclinée depuis 4 ans par le conseil d'administration d'OPCO2I. Je vais vous illustrer cette stratégie à travers plusieurs actions. La création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications, l'Observatoire Compétences Industrie. La création d'une marque employeur de l'industrie et d'une grande campagne de communication, de promotion et d'attractivité des métiers. Elle se relance la semaine prochaine avec la Semaine de l'Industrie. Donc vous verrez peut-être les éléments de cette campagne. Et cette marque, avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Des feuilles de route interindustrielles ambitieuses sur des sujets de certification, d'observation, de promotion des métiers. La volonté commune aussi d'accompagner les investissements dans les CFA de l'industrie. La contractualisation de partenariats techniques interindustriels avec des acteurs de l'emploi et de la formation notamment. Pour conclure mes propos, j'ai essayé de vous démontrer que l'opérateur de compétences, en appui des branches professionnelles sur le volet de la formation professionnelle, est une structure atypique. Il est le fruit d'une histoire régulièrement repensée. Structure paritaire sous un statut associatif, la présence de l'État est de plus en plus renforcée. La disparition de la notion même d'agrément en est une illustration. L'opérateur de compétences est positionné entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Il est aussi utilisé comme un outil au service des politiques publiques de l'emploi et de la formation, via notamment des missions complémentaires qui lui sont confiées. Le déploiement du Fonds national pour l'emploi, le déploiement du Fonds de transition juste auprès des entreprises, l'accompagnement des TPE-PME sur le volet de la transition écologique suite à la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, l'inscription dans le réseau France Travail. Donc je voulais terminer mes propos en vous disant, voilà, l'histoire continue donc à s'écrire et selon moi, l'équilibre des missions reste à préserver. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.